So I'd first like to introduce our first speaker. We are very, very lucky to have her come and show us her information and give us lots and lots of her experience in the field of shamanism and science. Corinne Sombron grew up in Africa. She's a French citizen, but she grew up in Africa. As a music journalist for the BBC World Service, she was invited to spend several months a year at the border with Siberia to undertake the rigorous and intense training to become a shaman. And after 8 years, she thus became the first Western woman fully trained in the Mongolian shamanic tradition. She's the author of several books that have been translated into many languages and has presented her research at TED Conference and Google in California. Thank you, Sabrine. Merci. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous dans un lieu si beau et puis dans un lieu où les artistes peuvent exprimer justement ces états modifiés de conscience dans l'acte de création dont je parle avec les étudiants des Beaux-Arts par exemple. Alors, on y va. On va voir comment la tranche chamanique peut influer sur le cerveau. Alors, on ne va pas parler de chamanisme, on va plutôt parler d'un état qu'utilisent les chamans, qui est la transe. Et on va l'explorer, on va voir ses effets sur le cerveau, par exemple. Et on va faire un voyage là-dedans. Voilà, alors pour moi, tout a commencé en septembre 2001, justement, quand je faisais un reportage pour la BBC, pour la radio. Et une amie m'a accompagnée, Nara, une amie mongole, m'a accompagnée au nord de la Sibérie, au nord de la Mongolie, où il y a la Flèche, où se trouvent la plupart des chamans en 2001. Alors, à l'époque, il y a une population de chamans d'environ une trentaine, voilà, pour une population de 3 millions d'habitants. Ce qui ne fait pas beaucoup, parce que ça fait 1 sur 100 000, en fait, qui a reçu le don. Alors pourquoi c'est si peu ? Parce qu'en Mongolie, d'abord, on n'a pas envie d'être chaman, et puis surtout, on ne décide pas d'être chaman. Pour eux, on est désigné par ce qu'ils appellent le monde des esprits, et qui vous donne le don. Alors ce don, on l'acquiert ou par hérédité, on peut recevoir l'étincelle chamanique d'un ancêtre, ou bien parce qu'il nous est arrivé un accident. Alors c'est souvent des accidents liés à la mort, et quand on réchappe d'un accident mortel, évidemment, on pense que les esprits vous ont désigné et qu'on a acquis le don. Ça peut être aussi un retour d'une maladie, ce qu'ils appellent la maladie chamanique. Alors dans ces maladies chamaniques, il y a certaines formes d'épilepsie, il y a des problèmes cardiaques. Alors on n'a pas identifié quel type de problème cardiaque, mais ça ressemble beaucoup à des sortes de tachycardie, à des problèmes d'arythmie cardiaque, où les chamans tombent dans les pommes. Et en fait, le fait de commencer la formation, quand on a un enfant en Mongolie qui a ces troubles-là, qui a ces maladies chamaniques, le parent emmène l'enfant chez le chaman, qui va faire une cérémonie. Pendant la cérémonie, il va faire une transe. Et cette transe va lui permettre d'entrer en communication avec ce qu'ils appellent le monde des esprits et de poser des questions à ce monde des esprits. Et donc, la personne va demander si l'enfant a reçu l'étincelle chamanique et si toutes les manifestations désagréables et voire mortelles qu'il peut avoir sont parce que l'enfant est chaman, a reçu le don et qu'il ne le sait pas encore. Donc, pour montrer à l'enfant et aux parents que l'enfant a reçu le don et qu'il ne doit pas passer à côté, en fait, les esprits vont envoyer des informations. Alors, ces informations et ces signes sont justement parfois cette maladie chamanique. Donc le chaman va demander aux esprits si l'enfant a reçu l'étincelle chamanique et les esprits répondent au chaman et donnent la réponse. Donc si jamais l'enfant a reçu l'étincelle chamanique, qu'il a ces crises d'épilepsie, s'il a ces crises d'arythmie cardiaque, s'il tombe dans les pommes, le fait de commencer la formation, jamais quand ils sont enfants, ils commencent toujours la formation vers 20 ans, 21 ans, 22 ans. Si la formation commence, les symptômes disparaissent. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on en sait pour l'instant. Et alors, ça veut dire pour eux que les esprits sont contents, parce que la personne a compris qu'elle avait le don, qu'elle était chamane, donc on ne lui envoie plus de signes qui doivent la mettre sur la voie. Alors, une autre forme aussi de maladie chamanique, c'est la folie. En Mongolie, on considère que la folie est un accès différent au monde et que quand on est fou, eh bien justement, c'est intéressant. C'est pas à isoler des autres parce que c'est intéressant.
parce que justement, ces personnes ont un accès au monde qui est différent d'une autre, et que donc elle va en obtenir des informations plus importantes, plus différentes. Donc ils pensent qu'ils vont avoir un accès à la réalité qui est augmenté, comme le fait la transe. Et donc ces personnes qui sont différentes, eh ben, elles vont nous apporter des informations qui vont être utiles à la communauté, comme le fait le chaman grâce à la transe. Voilà. Donc les fous ne sont pas considérés comme des personnes à écarter, mais au contraire à consulter. Et en Mongolie, quand on voit quelqu'un qui est un peu... nous, dans le sud de la France, on appelle ça l'ouravi. Donc quelqu'un qui est un peu... il est ailleurs, quoi. On voit bien qu'il n'est pas comme les autres. Et souvent, on vous dit là-bas, c'est le chaman. Voilà. Donc une trentaine de chamans en Mongolie, ça fait 1 sur 100 000, c'est pas beaucoup. Et donc Nara m'emmène au nord de la Mongolie pour rencontrer un chaman qui s'appelle Balchir et qui donc va faire une cérémonie. Alors la cérémonie, ça consiste en un gros... voilà, vous voyez le tambour chamanique mongol, il fait 80 cm de diamètre pour les femmes et 1 mètre de diamètre pour les hommes. Il y a un costume qui est en fait considéré comme une armure qui va protéger le chaman pendant le voyage chamanique, parce que pendant le voyage chamanique, c'est-à-dire pendant qu'il est en transe, il va traverser des mondes avec des entités qui ne sont pas forcément gentilles et qui peuvent l'attaquer et qui peuvent le tuer, disent les chamans. Et donc les protections qu'on voit sur le costume sont des barres métalliques qui vont relier le chaman à l'esprit du ciel, qui est Tenger. Il va y avoir des franges devant les yeux, et ces franges sont justement pour protéger le regard du chaman des entités néfastes qu'il va pouvoir croiser et qui peuvent le tuer. Vous avez un miroir ici qui est fait aussi, qui est une protection. Le miroir est utilisé aussi pour la divination, mais ce miroir qui est placé là sur la coiffe du chaman va permettre d'éloigner les esprits, parce que quand l'entité néfaste va se voir dans ce miroir, elle va se trouver tellement laide, enfin c'est pas qu'elle va voir quelque chose de tellement laid qu'elle va avoir peur d'elle-même finalement, et donc elle va partir. Et donc ça aussi c'est censé protéger le chaman. Il y a aussi des grelots sur le costume du chaman, il y a plusieurs types de grelots, dont un grelot qui est censé faire d'une jolie musique pour attirer les esprits, parce que le chaman ne travaille pas seul, jamais. Pendant la transe, il va utiliser le monde des esprits pour communiquer, avoir des informations. Donc il faut attirer ces esprits pour qu'ils puissent nous donner des informations, et les petits grelots qui sont sur le costume vont permettre de faire une jolie musique qui va attirer les esprits. Mais il y a aussi des grelots qui sont considérés comme des boulettes, comme des balles que les chamans vont virtuellement envoyer sur ces entités néfastes qui risquent de croiser pendant le voyage chamanique et qui risquent de le tuer. Alors, moi, j'arrive là avec mon mini-disque et micro, parce que pour la radio, il n'y avait pas besoin d'énormément de matériel. Et je m'installe, donc je m'apprête à assister à la cérémonie. Et le son du tambour me fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est que je me mets à trembler d'abord, et puis après, j'ai des sons qui sortent de ma... J'ai plus une bouche, j'ai une gueule, en fait. J'ai l'impression d'être un loup, j'ai l'impression d'être un animal, d'avoir des pattes, d'avoir un museau. Et les sons de loup qui commencent à sortir de ma gorge. Et donc ce que je dis toujours, c'est que le plus flippant dans l'histoire, c'est que je me vois en train de faire ça et que j'ai plus de contrôle, c'est-à-dire que j'arrive plus à le contrôler. Donc c'est vraiment comme si mon corps tout d'un coup avait pris possession de ce que j'appelle mon intelligence, et que tout d'un coup, j'arrive plus à arrêter ce truc-là. Et le tambour continue à jouer, et moi je peux plus m'arrêter de faire le loup, de sauter dans tous les sens, de sauter sur le chaman, d'essayer d'attraper son tambour, parce que j'ai besoin de ce tambour, et ce tambour, il faut absolument que je l'ai et que je tape dessus, parce que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc, quand je sors de la transe, voilà ce que le chaman va raconter.
그런 일이었는데 민원 조금 뭔가 일이었는데 다 용착했던 일이었어. 얼마시 어여다나시. 나시. 그렇게 맥진 같이다. 나도 서울에서 쓰는 의자였지. 대한민국이 어디다시. 그래서 이 마음이 되겠지. 연애를 지금 무슨 해도 뭐도 Tu as failli de mourir, tu aurais dû lui dire que tu étais chaman. Je ne sais pas. Des chambres peu ou t'es une petite couche. Tu es une chamane. Et qu'il faut que tu trouves un maître. Si tu as un maître, tu deviendras un grand chaman. Donc voilà, moi, mon impression, c'est que j'étais devenue un loup et que c'était très très grave, vous voyez. Et moi, j'étais vraiment mal après ça, parce que vous vous dites, si le son d'un tambour peut me faire ça, c'est quand même, ça me fait perdre complètement le contrôle. Vous vous dites, mais c'est quand même, ça fait peur pour nous. Et eux, non, ils vous disent, bah non, t'es juste chaman, bon, ça va, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et donc, mais le problème, c'est qu'il me dit, bon, bah, puisque tu as le don, maintenant, il va falloir qu'on te transmette la formation. À l'époque, elle se transmettait que de chaman à chaman. Aujourd'hui, ça fait combien ? Ça fait 17 ans. Aujourd'hui, le tourisme chamanique a beaucoup transformé les choses, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui, on forme des chamans à l'appel et si vous payez, c'est facile. Hein, voilà. Et donc, on en pense ce qu'on veut et puis c'est leur histoire aussi. Donc, à l'époque, cette connaissance ne se transmet que de chaman à chaman. Et donc il me dit, bah, puisque tu as reçu le don, nous, on a le devoir de te former et tu vas rester 3 ans là avec nous à la frontière de la Sibérie. Donc vous imaginez que je n'ai pas accepté parce que j'avais pas du tout envie de passer 3 ans à la frontière de la Sibérie. Et il m'a dit, mais tu sais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu ne fais pas ce que les esprits ont décidé pour toi, eh ben alors ta vie va devenir un enfer. Et tu vas mourir. Enfin, bon. Alors c'est sûr qu'on a beau ne pas croire trop à ce genre d'interprétation, qu'on dise plus, bah, ça appartient au chamanisme, c'est pas ma culture, donc on pense que c'est culturel. Mais quand même, quand on vous fait des menaces comme ça, c'est pas si simple. Donc il m'a dit, écoute, il faut absolument pas que tu refuses, et peut-être que tu pourrais venir plusieurs mois par an pendant autant d'années qu'il faudra. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on te donne cette formation parce que sinon, vraiment, je te jure, ça va être difficile pour toi. Alors j'ai accepté et j'y suis allée 2-3 mois par an ça a duré 8 ans du coup. Voilà. Et la chamane qui m'a formée, c'est elle. Donc c'est sur elle que c'est tombé le boulet. Et donc, je n'arrêtais pas de poser des questions hein, tout le temps, parce que c'est très étonnant. Je me disais, mais au début, comment on peut jouer du tambour et en même temps entrer en transe ? La première fois que ça m'était arrivé, j'étais assise dans un coin. Je pouvais imaginer que le son du tambour m'ait fait cet effet. Mais de là à jouer moi-même du tambour et entrer en transe, par exemple, je disais, c'est pas possible. Voilà. Et elle me disait toujours, les esprits t'enseigneront. Ça veut dire que, en fait, quand tu seras grande, tu comprendras. Et donc, chaque fois que je posais des questions, elle me disait, les esprits t'enseigneront. Et je posais tellement de questions auxquelles elle me répondait toujours de la même façon qu'elle a fini par m'appeler Chichikoshkonok, qui veut dire en mongol petit trou du cul. Voilà. Et petit trou du cul, c'est resté mon nom d'initié en quelque sorte. Et voilà. Donc chaque fois que je vais là-bas, elle dit Chichikoshkonok. Et voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi qu'ils se prennent pas au sérieux, d'accord ? Qu'on s'amuse avec tout ça aussi. On le fait sérieusement, bien sûr, mais après on s'amuse. On pense pas qu'on est différent des autres. On a juste reçu un don qui en général est considéré comme un fardeau là-bas. Hein. Ils sont jamais contents de prendre ça sur la tête. Et puis c'est tout. Voilà. Donc un an après, c'est moi là-dessous. Et donc ils ont fabriqué le costume, le tambour, et derrière c'est le mari de Inketuya qui me tient pendant la transe, parce que pendant la transe il y a un poêle au milieu du tipi. Alors, Inketuya, vous avez vu, c'est une ethnie particulière en Mongolie qui s'appelle les Tsatan, qui sont des éleveurs de rennes et qui vivent dans des tipis. Voilà, ils sont différents des autres populations, des autres ethnies. Eux sont originaires de la République de Touva, en Sibérie.
Voilà, donc au bout de quelques mois, j'ai eu le costume, le tambour, et puis il fallait que je fasse des transes, et j'ai réalisé qu'on pouvait jouer du tambour et entrer en transe en même temps. Je ne vais pas raconter comment c'est passé la première fois, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais ça fonctionne. Effectivement, on peut jouer du tambour, entrer en transe en même temps. Et on va voir les effets de la transe, justement. Le premier effet de la transe, c'est qu'on perd la notion du temps. Ça, on l'a tous vécu, hein, la perte de la notion de temps. C'est le premier niveau de l'état modifié de conscience. C'est quand on se dit, oh là là, il s'est passé 2 heures, alors qu'en fait, on avait l'impression qu'il s'était passé un quart d'heure. Donc cette transformation de la perception du temps, on la vit tous, on l'a tous vécu, et c'est le premier niveau des états modifiés de conscience. Voilà. Donc le deuxième niveau, c'est qu'on ressent pas beaucoup moins la douleur. C'est-à-dire que pendant les transes, par exemple, je me donnais des coups de tambour, mais je sentais l'impact du coup, mais ça faisait pas mal. Donc la perception de la douleur, elle est vraiment vécue à sa valeur absolue, et il n'y a pas la valeur ajoutée que peut y rajouter le mental, qui fait que quand quelqu'un vous fait mal, ça vous fait plus mal que quand vous vous faites mal. Vous voyez cette notion de différence de perception de la douleur. Après, on a plus de force. Vous avez vu la taille du tambour. Moi, je me disais, le tambour, il fait 8 kilos. Hein. Donc le tambour, je vais le tenir à bout de bras pendant 10 minutes, et puis après, je serai fatiguée de toute façon, je ne pourrais pas le tenir. Et là, on peut le tenir pendant 3, 4, 5 heures en sautant dans tous les sens, en faisant un truc. Donc, il y a vraiment une augmentation de la force physique. Les sens, les sens qui deviennent plus subtils, c'est comme si on avait un niveau 2 des sens, c'est-à-dire qu'on voit, les yeux voient, ont des visions, les yeux fermés, on a des images, alors qu'eux appellent le monde des esprits. Donc toutes les images qu'on peut avoir là sont pour eux les choses qui sont autour de nous, les esprits qui sont autour de nous et avec lesquels on va discuter pour apporter des solutions à la communauté. La perception de soi, celle-là, elle est modifiée aussi parce que tout d'un coup, ce qu'on a l'habitude de percevoir de soi, le je habituel, il est complètement transformé parce que tout d'un coup, je n'est plus ce que j'ai l'habitude de percevoir de moi, mais je est un loup, je est un crapaud, je est une fourmi ou un personnage que je ne connais pas, et avec des chants que je ne connais pas, avec des voix que je ne connais pas. Et tout d'un coup, ça remet en question, évidemment, sa perception de jeu. On se dit, mais finalement, ce que j'ai l'habitude de percevoir de moi, c'est tout petit. Puisque dans ces états-là, je peux être complètement autre chose que ce que j'ai l'habitude de percevoir de moi. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est surtout intéressant aussi pour les artistes, c'est le travail qu'on fait avec eux. Parce que, en les emmenant dans ces dimensions, ils ont un rapport à la réalité qui change et du coup, ils nous apportent des informations qui vont être différentes, qui est le rôle de l'artiste. Alors ces informations, c'est justement ça, c'est-à-dire, je donne cet exemple en général, c'est d'ici, eux, ils n'ont pas de clés, hein, bien sûr, dans les tipis ou dans les yourtes, mais si j'ai perdu mes clés, ici, je vais pas, ici, je vais chercher compulsivement, je vais essayer de me remémorer tous mes gestes et tout ça. Et là-bas, ils ont une autre façon de trouver les clés. Ils vont demander aux esprits. Voilà, on fait une transe. On demande aux esprits où sont les clés. Et en général, si on est un bon chaman et si les esprits veulent bien collaborer, parce que ça ne marche pas à tous les coups, vous allez avoir une vision du lieu ou un mot qui va arriver, qui va vous indiquer. Alors, ce n'est pas un GPS non plus, hein, mais vous allez avoir une information qui va vous aider à retrouver le lieu où se trouvent les clés, parce que pour eux, la clé, elle est à un endroit, tout est vivant pour eux, hein, tout est vivant, tout est susceptible de vous envoyer des messages. OK ? Différence avec nous. Donc pour eux, tout ce qui est autour de nous, ça communique avec nous. Alors bien sûr, les arbres, l'eau, enfin tout ce qui est dans la nature communique, mais cette poutre aussi, elle communique avec nous parce que cette poutre, elle fait partie d'une forêt, une forêt qui était contrôlée par un esprit, et si jamais on fait du mal à cette poutre, si on la respecte pas, l'esprit de la forêt duquel vient le bois de cette poutre va être en colère contre vous. Et donc là aussi, il va vous envoyer des problèmes. Ce qu'on appelle du busard. Pour eux, c'est quelque chose, c'est une souillure qu'on a attrapée en manquant de respect à son environnement, à soi-même ou à ses proches aussi. D'accord ? Donc cette notion de respect, elle est vraiment au centre du chamanisme, de tous les chamanismes dans le monde. C'est-à-dire que toutes les règles du chamanisme ont été faites pour nous permettre et pour nous aider de vivre en harmonie avec notre environnement. Et ça, c'est fondamental, vraiment. Et c'est ce qu'on a perdu ici, où on est auto-centré, en Occident, où on pense qu'il y a l'humain, et puis
Et puis le reste, et puis qu'il n'y a aucune relation entre tout ça, mais tout ça communique en permanence. Et tout ça, non seulement on l'abîme en ne le respectant pas, mais en plus, cette nature peut aussi nous envoyer du busard, c'est-à-dire des problèmes, parce que justement, il y a une disharmonie qui se constitue entre cette nature et nous-mêmes. Voilà, alors j'ai voulu comprendre pourquoi tout ça, pourquoi ce son de tambour faisait ça sur mon cerveau. Je pensais bien que c'était pas magique, parce qu'à l'époque, les anthropologues vous disaient que qui étudiaient le chamanisme, ils considéraient que la transe était un phénomène culturel, c'est-à-dire que le chaman, pendant son rituel, commençait à s'agiter comme ça, jouer du tambour, mais c'était culturel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'état de transe. Ils ont mis ça de côté pendant des années. Aujourd'hui, ils y reviennent, grâce aussi aux travaux qu'on fait. Et je me disais bien que ça n'avait rien de culturel, vu l'état dans lequel ça me mettait, que ce n'était pas du tout culturel, puisque je n'avais pas cette culture. Et qu'il se passait vraiment quelque chose. Alors, où est-ce que ça se passait ? Je me disais, c'est le son du tambour qui doit faire quelque chose. Je suis compositeur et musicienne de formation, donc c'est le son du tambour qui doit faire quelque chose sur mon cerveau. Il doit sûrement faire quelque chose, parce que... voilà. Donc c'est ça que j'ai voulu comprendre. Donc je suis allée rencontrer des chercheurs. Et donc ça a pris pas mal de temps pour arriver à rencontrer des chercheurs. Et le premier, ça a été le professeur Marc Henry, qui est à Edmonton, au Canada, qui dirige un service de psychiatrie, j'y ai pas échappé. Et donc ça l'intéressait, lui, de faire un EEG de mon cerveau à l'état de repos, à l'état habituel, et un autre EEG pendant la transe. Voilà. Donc il m'a fait faire une démonstration devant des neuropsychiatres de l'hôpital à Edmonton, à Alberta Hospital. Et donc, je me suis installée par terre, parce que vous avez vu que s'il n'y a pas un assistant pour vous tenir, on peut se faire mal, parce qu'on peut tomber, voilà. Donc, je me suis installée par terre, parce que pour arriver à faire ces électroencéphalogrammes, la première fois que j'ai rencontré un chercheur, qui était Pierre Éthévenon à Paris, qui était un ancien directeur de recherche de l'INSERM, il m'a dit, mais si tu veux qu'on mette des électrodes sur ta tête, il va falloir pas bouger quand même. Et il va falloir enlever le tambour, parce que si on met un tambour et que vous sautez là comme ça, comme une folle, dans un laboratoire de recherche avec les électrodes reliées à un ordinateur, ça va tout nous casser. Là, c'est pas possible. Alors, ils me disent, avec les méditants, c'est pratique, parce que les méditants, pouf, ils bougent pas. Pratique. Mais la zouin-zouin, là, petit trou du cul, vous imaginez ce qu'il fait pendant le... Voilà. Alors, il m'a dit, il va falloir te passer du tambour déjà, pour induire la transe. Alors, je lui ai dit, mais en fait, ça, c'est pas possible, parce qu'aucun chaman dans le monde se passe d'une induction pour accéder à la transe. Il y a toujours ou des psychotropes, ou la danse, ou le tambour, il y a toujours quelque chose qui va produire l'effet. Et il me dit, écoute, si vous voulez qu'on fasse cette expérience, il va falloir trouver une solution. Donc, je me suis entraînée. D'abord, j'ai essayé d'imaginer le son du tambour, de l'imaginer, et ça n'a pas marché. Et après, chaque fois que je faisais une transe, en fait, je commençais le tambour, le son du tambour me faisait trembler. Et alors, ce tremblement, j'ai pensé que ça pouvait être une induction de la transe, parce que là, ça faisait déjà 4-5 ans que j'induisais la transe avec le tambour, donc j'avais déjà une certaine pratique. Et en fait, le tremblement a effectivement conduit mon cerveau à revivre la transe. Et c'est comme ça que j'ai pu me passer du tambour. Voilà. Donc au début, je faisais comme ça, et puis de moins en moins, et je me suis rendu compte que finalement, il y a un apprentissage qui pouvait se mettre en place, et qu'on pouvait induire la transe juste par la volonté. Et quand j'ai été capable d'entraîner suffisamment pour y arriver, on a commencé ces enregistrements, donc sans tambour, et avec une induction de la transe juste par la volonté. Et donc ils ont commencé par me faire passer des tests. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en rose. Donc avec pas de désordre psychiatrique, normal à tous les niveaux de personnalité. Donc tout ça dit que d'après psychologiquement, tout est normal. Parce que quand j'ai fait les démonstrations devant les psychiatres et neuropsychiatres à Edmonton, donc dans l'hôpital, j'ai fait la transe. Donc évidemment, il y a plusieurs personnages qui sont arrivés. Il y a le loup, il y a des personnages, il y a des oiseaux, enfin plein de choses qui sont arrivées. Quand la transe s'est arrêtée, tout le monde me regardait, les psychiatres, ils me regardaient comme ça, ils me disaient Voilà. Et il y en a un qui disait, mais on dirait un dédoublement de personnalité violent, là, votre truc, c'est pouf. Un autre a dit, mais on dirait plutôt un syndrome de personnalité multiple. Vous savez, les gens qui ont plusieurs personnalités, on les voit dans les
dans les polars, où quelquefois ils assassinent quelqu'un sans savoir que c'est eux. Vous voyez, donc en général, ils sont bien enfermés dans les prisons. Et un autre me dit, mais non, mais moi je pense à une méningite limbique, par exemple. Vous voyez, donc des tas de maladies, de troubles psychiatriques qui pouvaient expliquer cet état, qui était bizarre pour eux. Mais alors ce qui les étonnait le plus, c'était que je pouvais en ressortir. Vous voyez, ça restait pas... Je revenais. Je disais, alors ça, on n'a jamais vu ça, hein. Et donc ça les intéressait. Alors, on a fait les premiers EEG. Alors c'était facile, hein, au début. Ah bah tiens, bah oui, je vous montre un peu ce que c'est une transe alors, d'accord ? Voilà.
vous avez une idée de quelques moments de transe qui sont toujours auto-induites, avec différents gestes, sons, des animaux, des personnages. Et donc chacun de ces gestes a une signification et permet de communiquer avec cet environnement. Donc là, c'était de l'eau qui était devant moi. J'étais censée essayer d'en obtenir des informations, parce que les chercheurs me disaient, mais si justement quand tu es en transe, ça sert à obtenir des informations, est-ce que tu serais capable d'avoir des informations de cette eau-là qui est devant nous? Donc on a fait ça avec le professeur Marc-Henri, qui est à l'université de Strasbourg, et je me suis prêtée à l'expérience parce que je ne savais pas du tout si j'aurais des informations ou pas. Et par exemple, le langage que j'ai fait là, et ce langage me disait que ce que j'avais devant moi, c'était une eau particulièrement puissante et belle, et que c'était un trésor, cette eau, et que c'était extrêmement subtil. Et donc quand je suis sortie de cette transe devant cette eau, là où je fais le langage, j'ai dit à Marc-Henri, je vais la boire tout de suite, celle-là. Hein. Ça, c'est un trésor. C'est quelque chose de vraiment, vraiment formidable. Après, il y en a eu d'autres où c'était l'eau des toilettes. Hein. J'avais pas envie de la boire. Et donc, c'était rigolo de voir qu'il y avait une interaction. Et en fait, cette eau-là, c'était du Quinton. En fait, il m'avait pas. Je savais pas. Et donc, pour moi, ça venait de la mer. Il y avait une puissance. C'était vraiment dans ce que je ressentais dans le langage qu'il disait. C'était vraiment à l'origine de la vie. Et il se trouve qu'il y a tous les éléments du tableau de Mendeleïev dans le Quinton. Enfin bref, voilà. Et donc, pour Marc-Henri, j'avais répondu à l'exercice de façon favorable. Il était content parce qu'il me dit, finalement, tout ce que tu me dis de chaque eau qu'on a mis devant toi, tu en perçois quelque chose qui est cohérent avec ce qu'on sait de cette eau. Et voilà, donc ce qui ne prouve rien encore, hein, bien sûr. Il faudra refaire l'expérience dans des conditions expérimentales avec un protocole précis. Mais en tout cas, ça nous donne des pistes et ça nous permet de comprendre qu'effectivement, et moi aussi, ça me permet de voir qu'il y a... alors évidemment, les chamans, ils le savent, mais moi, j'ai besoin de le savoir par moi-même et les chercheurs aussi. Et donc, on se rend compte qu'il y a effectivement une communication avec tout. Et quand on vit des trans comme ça, c'est absolument merveilleux, merveilleux. Après, c'est moins merveilleux quand on est dans un environnement qui est vraiment hostile, avec des choses qui sont passées, qui sont désagréables. Alors là, ça devient un combat. Les entités, quand on croise ces entités qui disent des entités néfastes, ça arrive, on les voit. Et à ce moment-là, c'est un combat pour les chasser et une négociation avec ces entités. J'ai d'autres films, mais je ne vais pas vous les montrer. Voilà. Donc le professeur Florent-Henri met des électrodes sur ma tête à l'état de repos, et puis après à l'état de transe. Donc là, il va comparer ces EEG avec un groupe contrôle de 80 femmes, droitières comme moi, avec un milieu socioculturel équivalent. Et on voit là que, donc à droite, c'est le groupe contrôle, c'est la moyenne du groupe contrôle, ici. À droite, les 9 à droite, et les 9 à gauche, c'est mon cerveau en transe. Et on voit qu'il y a une différence tout de suite sur certaines zones du cerveau. Alors eux, ils disent une augmentation des puissances spectrales à ces niveaux-là, qu'on voit très nettement sur le tracé EEG et sur l'image. Donc ça, c'est dans une bande de fréquence qui est la bande de fréquence 21-50 Hz, parce que les images diffèrent en fonction des bandes de fréquence. Voilà, on peut voir la suivante. Donc là, c'est toujours moi en transe, contre moi, mon cerveau, quand il n'est pas en transe. Parce que ça aussi, ça se compare. Et donc on voit que là aussi, il y a une activité cérébrale qui est augmentée, là où il y a les flèches, voilà, par rapport à l'état de repos, pas en transe. Là, on est toujours dans la bande de fréquence 21-50 Hz. Donc là, on montrait tout de suite, les premières images ont montré qu'il se passait effectivement quelque chose dans le cerveau et que c'était pas culturel, la transe, et qu'il y avait vraiment un phénomène cognitif qui se passait et que la transe déclenchait vraiment une modification du fonctionnement du cerveau dans certaines parties, dans certaines zones. On peut passer à la suivante. Voilà, ça c'est une autre coupe d'images où on voit où l'activité cérébrale est augmentée en rouge, et il y a une activité cérébrale qui est diminuée aussi dans les zones en vert. En fonction des aires de Brodmann, le cerveau est cartographié en différentes zones, et donc suivant les zones, l'activité est augmentée ou diminuée par rapport à l'état de repos. Donc là, c'est dans la bande de fréquence 14-20 Hz, et là aussi, c'est une autre image, on voit là où c'est augmenté et là où c'est diminué. Je ne vais pas trop vous embêter avec ça, on va passer à la suivante. Donc les résultats de ces premières expériences. Donc avant la transe, le G est normal. Pendant la transe, il y a vraiment une modification de l'activité cérébrale avec une prédominance de l'hémisphère droit.
pour une fois. Alors en général, dans l'état de conscience ordinaire, c'est plutôt une prédominance de l'activité cérébrale dans l'hémisphère gauche. Et là, il y a vraiment alors, l'hémisphère gauche qui est lié à la parole, à la construction sociale, au jeu, à l'ego, à tout ça. Et l'hémisphère droit, c'est plus, c'est pas si simple que ça, mais enfin, en gros, l'hémisphère droit, c'est plus ce qui va être lié aux intuitions, aux perceptions, et voilà. Et donc, on voit tout d'un coup que l'activité cérébrale, elle est vraiment augmentée dans l'hémisphère droit. Alors, il y a aussi un transfert vraiment spécifique qui va passer aussi sur le changement du mode de conscience du cortex préfrontal antérieur au cortex postérieur droit. Donc là aussi, il y a un changement important. Et après la transe, donc le EEG redevient tout à fait normal. Voilà. Donc ça les intéresse, les chercheurs, parce que ça nous dit qu'il s'est passé quelque chose pendant la transe et qu'après, on peut revenir de cet état. Donc ils ont aussi comparé ces résultats à des groupes contrôles qui souffraient de troubles psychiatriques, donc de troubles de schizophrénie, manie et dépression. Bon, alors là, ça se gâtait un peu, parce qu'ils ont comparé les EEG là, pendant la transe à ces 3 groupes contrôles. Donc un souffrant de schizophrénie, l'autre de manie, l'autre de dépression. Et ils se sont rendus compte que ça ressemblait énormément. Surtout dans la bande de fréquence 21-50 Hz, les EEG se ressemblaient énormément. Donc le professeur Florent Henry m'a dit « Mais c'est dangereux ton truc là, parce que quand je le compare à mes groupes contrôle, on dirait que toi, tu as les 3 pathologies à la fois. » Alors il me dit, il faudrait quand même arrêter ça tout de suite, parce que jusqu'à présent, tu arrives à induire la transe, mais ton cerveau, il vit, d'après moi, d'après ce que je compare avec des gens qui ont des troubles psychiatriques, il vit quelque chose qui est un stress majeur. Pour moi, c'est un trouble psychologique majeur, enfin psychiatrique majeur. Et donc il me dit, mais qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas rester bloqué dans cet état-là et que tu vas toujours pouvoir revenir ? Alors, je lui dis, alors là, on va peut-être se tourner sur des gens qui ont une grande pratique de ces techniques, qui ont les chamans et qui pratiquent ça depuis 7-8 000 ans et qui reviennent systématiquement. Mais vous avez vu, le costume, il est considéré comme une armure, donc cette notion de danger, ils l'ont prise en compte. D'accord ? Alors, le chaman m'avait dit la première fois, il m'a dit, mais en fait, t'es parti en transe. Il était en colère parce que comme il n'était pas prévenu, il m'a dit, j'ai mis 2 heures à te ramener de la transe. 2 heures. Parce que ton âme était partie et tu serais morte si je ne t'avais pas ramené. Donc cette notion de danger, ils m'en ont toujours parlé, mais lors des premières transes, vraiment, première, deuxième transe, que la personne pouvait ne pas revenir de la transe. Mais la différence, c'est que quand le chaman est compétent, qu'est-ce qu'il m'a dit le chaman ? Il m'a dit « je t'ai ramené ». C'est-à-dire que lui était en transe et il a su me faire revenir de cet état que les psychiatres appellent état de décompensation psychotique. Alors je dis au professeur Florent Henry, bon, alors admettons que pendant la transe que j'ai vécue en Mongolie ou celle que je vis là, vous appeliez ça un état de décompensation psychotique. Ce que m'a dit le chaman, c'est qu'il m'avait ramené de cet état. Donc est-ce que la transe ne serait pas un moyen de ramener des gens qui souffrent de troubles psychiatriques de ceux-là, de les ramener à un état moins pathologique ? Alors je lui dis, mais vous en avez plein, vous, des schizophrènes, par exemple, dans vos services. Est-ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse des essais ? Il m'a dit, là, je vais vous enfermer. Donc il n'était pas d'accord du tout. Mais bon, en tout cas, lui a dit non, je ne pense pas. Il a dit, je ne pense pas. Pour moi, c'est dangereux. Il faudrait arrêter ça. Alors aujourd'hui, il a changé d'avis. Alors, ce qui ne nous a toujours pas donné l'autorisation de faire des tests sur des schizophrènes, parce qu'il y a des assurances, parce qu'il y a tout ça, parce que c'est très compliqué, il y a des comités d'éthique et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, heureusement, avec les patients. Mais il a publié un article, voilà, on a publié un article
on va publier un article qui a été... Voilà, il a fallu 10 ans pour publier cet article. Hein. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de résistance et il voulait être sûr de son coup, Florent Ry, et être sûr que c'était pas un phénomène pathologique, parce qu'au départ, il pensait que c'était un phénomène pathologique, parce qu'il comparait justement à ces groupes contrôle. Et Florent Ry a finalement, avec Yakov Shapiro, et puis on a co-signé l'article, a publié cet article, donc que vous pouvez consulter sur Internet en tapant Florent Ry et Al 2017. Et vous voyez la conclusion de l'article qui dit qu'en fait, la compréhension de la transe va probablement être un outil fondamental en psychiatrie. Et donc ça, c'était énorme, d'accord ? Et ce qui nous permet depuis d'avancer en psychiatrie et de commencer à développer un protocole sur des gens qui vivent des crises de dissociation, parce qu'ils ont... Oh, on peut voir la suite. Parce que en fait, ils reconnaissent que c'est un phénomène dissociatif qu'il pensait au départ pathologique, mais qu'il a reconnu ne pas être pathologique. Donc c'est écrit dans l'article, c'est un phénomène dissociatif non pathologique. Alors il y a des gens qui vivent des phénomènes dissociatifs pathologiques, et on pense qu'en leur apprenant à vivre des trans, on pourrait peut-être leur apprendre à équilibrer tout ça, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, dans la mesure où on a démontré que ce phénomène était un phénomène cognitif, on s'est dit que finalement en Mongolie, le son du tambour, c'était pas suffisamment efficace, parce que ça déclenchait une transe sur 1 sur 100 000. Alors on s'est dit, on va essayer de mettre des outils en place qui seraient plus efficaces peut-être que le tambour, parce que si c'est un phénomène cognitif, il n'y a pas de raison que la majorité des gens n'arrivent pas à accéder à la transe. En tout cas, ce potentiel est là. En sommeil, il n'est pas révélé chez les autres, mais peut-être qu'on pourrait trouver une clé, un outil pour le révéler. Et donc, on a travaillé avec des chercheurs. Moi, j'avais repéré dans les sons du tambour, dans les fréquences du tambour, j'avais repéré des séquences qui étaient particulièrement efficaces pour me mettre en transe. Alors, comme je suis musicienne, c'était facile. Je savais que quand j'allais entendre ces séquences-là, enfin, quand elles arrivaient, je savais que j'allais partir en transe et que je ne pouvais pas résister, parce que la chamane, elle voulait que j'apprenne à contrôler la transe, et je ne devais pas systématiquement entrer en transe chaque fois que j'entendais le tambour, et j'y arrivais pas. Chaque fois que j'entendais ces trucs-là, pouf, je partais. Ce qui fait qu'elle avait toujours Zouizoui à côté d'elle qui faisait une transe, et qu'elle ne pouvait pas faire ses transes tranquilles et faire ses cérémonies, parce qu'elle avait Zigolo à côté qui partait en transe, qui n'arrivait pas à contrôler. Donc ces séquences, je les ai isolées. Je les ai donnés à des chercheurs, et on en a fait un outil qui est modélisé, que j'ai testé pour savoir s'il était efficace après. Et quand j'ai estimé qu'il était très efficace, on a essayé de les tester. Alors pour les tester, c'était pas évident. Et comme je fais des workshops aux Beaux-Arts, on m'avait proposé à l'époque de faire un atelier aux Beaux-Arts de Nantes. Et j'ai proposé aux élèves de tester ces outils. Voilà. Et c'est là qu'il y en a 16 sur 20 qui sont partis en transe, en fait. Donc on n'arrivait plus à 0,0001% de la population qui partait en transe, mais 80%. Alors pour eux, ça les a intéressés, évidemment, de vivre ces états de transe en tant qu'artistes. Mais après, on s'est dit, finalement, sur les artistes, c'est trop facile, parce que les artistes connaissent par définition l'état modifié de conscience. L'état de création, c'est un état modifié de conscience. Donc on s'est dit, on va les tester sur tous les chercheurs avec qui on travaille, dont les psychiatres et tout ça. Donc je vais vous montrer quelques vidéos de première écoute de ces boucles de son qu'on a mis en place. Et donc le premier, c'est un chercheur de Berkeley, un mathématicien. Alors je demanderai à ce que ces vidéos ne soient jamais diffusées, même si vous les filmez là, qu'elles soient jamais diffusées, vraiment, parce que c'est confidentiel. Ils m'ont donné l'autorisation de le montrer, mais pas que ce soit diffusé sur YouTube, par exemple. Voilà. Et voilà, vous avez vu ce qui se passe au niveau du corps. Donc c'est comme tout d'un coup, grâce à cet état, c'est comme si notre corps profitait justement que le mental ne soit pas là pour contrôler, qui profite de cet espace pour exprimer des choses dont il a besoin et pour nous guider finalement sur des mouvements à faire. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'après, on lui a appris à auto-induire la transe, ça s'est passé très vite, et la transe se déclenchait toute seule. Il m'a dit, c'est un peu enquiquinant ton truc là, parce que
ça se déclenche tout seul maintenant. Je lui ai appris à l'arrêter quand ça se déclenchait. Je lui ai dit, je sais, ça arrive, c'est normal. Mais en fait, c'est parce que son corps en avait besoin. Et il m'a dit, mais tu sais, c'est quand même vraiment enquiquinant, parce que chez moi, ça se déclenche 7, 8, 9, 10 fois par jour. Et la nuit. Et ben je lui ai dit, écoute, c'est probablement parce que ton corps en a besoin, parce qu'il était il était pas bien, il avait toujours ses métastases, il se battait contre le cancer. Et je lui dis, écoute, laisse faire. Et lui, il a fait des mesures, il a pris des mesures, parce qu'il est chercheur. Vous savez que en général, quand il y a une activité cellulaire qui se met en route, donc la biologie des cellules, des cellules cancéreuses, quand elles se mettent en route, ça va provoquer ce qu'ils appellent un pic inflammatoire. Donc on peut mesurer. Et donc il a mesuré tous ces pics inflammatoires, et il s'est rendu compte que c'était corrélé avec le début des transes. Donc en fait, la mise en route de la reproduction des cellules cancéreuses correspondait au déclenchement d'une transe. C'est quand même extraordinaire. Donc en plus au niveau de la motricité, donc la transe, elle se déclenchait. Il faisait que des mouvements au début. Maintenant, il a autre chose. Mais c'est vrai que son corps, il faisait ce qui était le plus urgent à faire. Donc, il faisait des mouvements, des trucs hyper compliqués. Il me dit, mais tu sais, mais la transe, elle est super gentille pour qu'elle me fait répéter un mouvement pendant je sais pas combien de temps jusqu'à ce que j'arrive à le mémoriser. Et le lendemain, il allait à la rééducation pour voir le kiné, ce qui était le programme habituel, officiel. Et il disait, pendant la nuit, parce qu'il disait pas qu'il faisait des transes, il dit, pendant la nuit, j'ai réfléchi à un mouvement. Et alors, il sortait un truc, mais hyper compliqué, avec des trucs, il avait noté les rotations, il faisait des trucs, tout comme ça. Et le kiné le regardait et lui dit, mais on ne les connaît pas, ces mouvements-là. Où vous avez trouvé ça? Je réfléchis. Et il lui disait, mais en tout cas, c'est complètement cohérent avec ce que, pour atteindre la zone qui, justement, est bloquée chez vous, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Si on avait pu l'inventer, on aurait été content. Nous, tout ce qu'on a trouvé pour accéder, justement, à ces zones, c'est vous mettre le bassin sur un ballon. Et ça permet d'approcher. Mais alors là, il disait, c'est continuer à réfléchir, c'est formidable. Voilà. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il est complètement la motricité est complètement rétablie. Donc ça, on est sûr que c'est grâce à la transe. Voilà. La guérison du cancer, il a fait d'autres choses autour. Donc ça, on peut pas le dire, mais il est complètement guéri aujourd'hui. Et dans son pronostic, c'est 0,3% seulement de guérison de ce qu'il a de rémission de ce qu'il a eu. Voilà. Donc il pense que justement la transe lui a permis, en tout cas au niveau de la motricité, de récupérer 100% de ses facultés. Donc il n'a plus de canne aujourd'hui, il marche normalement, et il a créé une fondation pour travailler sur pas spécifiquement sur la transe, mais en tout cas sur d'autres façons d'approcher une pathologie. Donc ça a finalement changé complètement l'orientation de ses recherches et l'orientation de sa vie. Alors, en ce qui concerne les projections aujourd'hui, on va travailler, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans le domaine de la psychiatrie, mais aussi dans le domaine du traitement des syndromes de stress post-traumatique. Il y a des projets qui sont prévus. Et voilà. Donc il y a plein de... en tout cas, ce ne sont que des pistes pour l'instant, mais ce sont des pistes prometteuses. Maintenant, il faut qu'on trouve les structures qui vont nous permettre de tester ça. En psychiatrie, ça va commencer, mais dans tous les autres domaines, de tester toutes ces pistes prometteuses. Alors, on appelle ça maintenant transcognitive, bien sûr, parce qu'on a compris que c'était un phénomène qui était... un potentiel qui était en chacun de nous, et que dans la mesure où on ne le pratiquait pas comme le pratiquent les chamans, on ne devait, par respect pour le chamanisme, le séparer de ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça transcognitive maintenant. Okay, thank you very much for that very interesting talk.